Pensez-y une seconde, chaque mouvement qu'on fait, que ce soit juste cligner des yeux ou soulever quelque chose de lourd, tout ça, c'est grâce à des moteurs biologiques d'une complexité folle, nos muscles. Mais alors, comment ça marche exactement? Comment est-ce qu'un tissu peut transformer une simple idée, une commande du cerveau, en force brute? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Allez, prenons un exemple que tout le monde connaît, fléchir le bras pour montrer ses muscles. On sent le biceps qui se contracte, il durcit, il se raccourcit et hop, ça tire sur le tendon et l'avant-bras bouge. Vu comme ça a l'air super simple. Mais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur, c'est une cascade d'événements complètement dingues au niveau microscopique. Et tout ça en une fraction de seconde. Ce qui nous amène à la question fondamentale, vraiment. Comment est-ce qu'une simple pensée, un signal électrique qui part du cerveau, arrive à déclencher la contraction parfaitement synchronisée de millions de cellules pour créer un mouvement? C'est un peu ça le voyage qu'on va faire. On va partir du muscle en entier et plonger, zoomer de plus en plus profondément jusqu'à atteindre le cœur même de la machine. Alors, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment piger ce mécanisme, il faut commencer par le début. À quoi ressemble un muscle de près? On va regarder sa structure en partant de la vue d'ensemble. Ok, alors voilà la structure d'un muscle. La meilleure image, c'est celle des poupées russes. On a le muscle en entier, qui est attaché à l'os par ce qu'on appelle un tendon, mais si on coupe dedans et qu'on regarde à l'intérieur, on voit qu'il n'est pas fait d'un seul bloc. Non, il est composé de plusieurs paquets, les fameux faisceaux musculaires. C'est une organisation super bien rangée, très hiérarchique. Et on ne s'arrête pas là, on zoome encore un peu plus. Si on prend un de ces faisceaux, à l'intérieur, on trouve quoi? Des milliers de cellules. Mais attention, pas des cellules ordinaires. On les appelle des fibres musculaires. Et ce n'est pas pour rien, elles sont incroyablement longues et fines. Et cette fibre musculaire, elle est vraiment fascinante. Imaginez, c'est une seule cellule, une unique cellule, qui peut mesurer plusieurs centimètres de long. C'est énorme. Elle a aussi plusieurs noyaux, ce qui est assez spécial. Et surtout, elle est bourrée de tout le matériel nécessaire pour la contraction. C'est vraiment là, la salle des machines de notre corps. Bon, maintenant qu'on a vu l'emballage, on va rentrer dedans, on va aller voir à l'intérieur de cette cellule si spéciale pour comprendre comment ce fameux moteur fonctionne. Alors, à l'intérieur de la fibre, on retrouve des choses classiques, le cytoplasme, les noyaux, mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont ces structures bien particulières, les myofibrilles. Il faut se les représenter comme de très longs câbles qui traversent la cellule de bout en bout. Et c'est là que tout se joue. Ce sont elles les véritables éléments qui se contractent. Et on continue de zoomer. Si on regarde une de ces myofibrilles de très très près, on s'aperçoit qu'elle n'est pas lisse. En fait, c'est une chaîne de petites unités qui se répètent encore et encore, un peu comme les wagons d'un train. Eh bien, cette unité de base, ce wagon, ça s'appelle le sarcomère. C'est l'unité fondamentale de la contraction, la plus petite pièce du moteur qui puisse se contracter. Et là, on le voit parfaitement. C'est la preuve en image. Regardez, en haut, on a un sarcomère au repos, bien étiré, et en bas, le même mais contracté. La différence est flagrante, non? Ce qui est super intéressant, c'est de remarquer que les zones claires sur les bords ont presque disparu, alors que la bande sombre au milieu, elle n'a pas bougé, elle a gardé la même taille. Le résultat, le sarcomère dans son ensemble s'est bien raccourci. D'accord, mais alors comment ça se fait? Comment ce raccourcissement est-il possible? La réponse, c'est un mécanisme assez génial et finalement assez simple dans son principe, c'est la théorie des filaments glissants. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Les protéines qui sont à l'intérieur du sarcomère, elles ne rétrécissent pas. Non, non, non. Elles glissent les unes sur les autres. L'image est simple. Imaginez que vous avez deux peignes, face à face. Vous imbriquez les dents et vous les faites glisser l'un vers l'autre. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe. Les filaments qu'on appelle épais tirent les filaments fins vers le centre. Et bien sûr, ces acteurs de ce ballet microscopique, ils ont des noms. D'un côté, on a l'actine, qui forme les filaments fins, de l'autre, la myosine, qui forme les filaments épais. Retenez bien ces deux noms, actine et myosine, parce que c'est leur interaction, leur danse, qui est à l'origine de toute la force que nos muscles peuvent produire. Bon, on arrive au niveau de zoom maximal, le cœur du réacteur. La question, c'est comment, concrètement, est-ce que la myosine fait pour agripper et tirer l'actine? C'est là qu'intervient une danse à la fois chimique et mécanique. Et tout ça, c'est alimenté par le carburant de nos cellules, la fameuse molécule d'ATP. Alors, ce cycle, on peut le découper en 4 petites étapes. Étape 1, une molécule d'ATP vient se fixer sur la tête de la myosine et en quelque sorte, elle la charge, elle l'arme. Étape 2, le signal nerveux libère du calcium qui permet à la tête de myosine de s'accrocher solidement à l'actine. Étape 3, c'est le moment clé, le coup de force. La tête de myosine pivote et tire l'actine vers le centre. Et enfin, étape 4, et c'est crucial, il faut qu'une nouvelle molécule d'ATP arrive pour que la myosine lâche l'actine, prête à recommencer. Et ça nous amène à un point qui est assez contre-intuitif. On a tendance à penser que l'ATP sert à payer pour le coup de force. Mais en fait,
pas vraiment. Le pivotement se fait presque tout seul. Non, le rôle vraiment crucial de l'ATP, c'est de venir libérer la myosine, de la forcer à se détacher. Sans ATP, la myosine reste accrochée et le muscle reste coincé, contracté. Ok, on a vu le mécanisme en détail. Maintenant, on fait le chemin inverse, on dézoome. On va voir ce qui se passe quand cette belle mécanique, si bien huilée, se dérègle. Quels sont les impacts de ces processus moléculaires sur notre santé? Un exemple très parlant, c'est celui de la myopathie de Duchenne. La maladie est causée par l'absence d'une seule protéine, la dystrophine. Son boulot, c'est de servir d'encre, de connecter la machinerie de contraction à la paroi de la cellule. Imaginez ce qui se passe sans cette encre. À chaque contraction, la force va littéralement déchirer la cellule de l'intérieur. Et petit à petit, la cellule musculaire est détruite. Et ça explique aussi quelque chose qu'on a tous déjà vécu, la crampe. Rappelez-vous, l'ATP sert à détacher la myosine. Eh bien, une crampe, au niveau moléculaire, c'est juste ça, un manque temporaire d'ATP. Du coup, les têtes de myosine ne peuvent plus se détacher, elles restent bloquées, accrochées à l'actine. Ça donne cette contraction super douloureuse et involontaire. La rigidité cadavérique, c'est la même chose, mais de façon définitive, puisqu'après la mort, il n'y a plus aucune production d'ATP. Quand on y pense, c'est vertigineux. On est parti d'une simple pensée. Elle est devenue un signal nerveux qui a libéré du calcium, qui a permis à des milliards de protéines de s'accrocher et de glisser les unes sur les autres. Et toute cette cascade d'événements se produit en une fraction de seconde à chaque fois qu'on bouge. Ça laisse vraiment songeur sur l'incroyable merveille d'ingénierie qui est à l'œuvre en nous en permanence.